Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 25 octobre 2015, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République, certainement sur la base du programme que chacun des 10 candidats aura proposé. Dans l'ordre de passage, en 4e position ce soir, nous recevons Pascal Affi-N'Guessan. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan est président du Front populaire ivoirien et candidat de ce parti. Bonsoir, monsieur Pascal Affi-N'Guessan. Bonsoir. Pour vous recevoir ce soir, il y a avec moi sur ce plateau Marceline Nieprousse du groupe Fraternité Matin. Bonsoir, Marceline. Bonsoir, Fofana. Et juste à côté, il y a aussi Michel Digré de la RTI. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Fofana. Et nous avons tout au plus 2 heures d'échange sur votre programme, monsieur Affi-N'Guessan, sur comment vous comptez convaincre les électeurs que c'est vous qu'il faudra choisir le 25 octobre prochain. Avant l'étape des questions et réponses, vous avez un quart d'heure pour commencer à nous convaincre déjà sur ce plateau en nous exposant les grands traits de votre projet de société. Merci, chers compatriotes. Le 25 octobre 2015 est une date cruciale pour la Côte d'Ivoire. Après près de 20 ans de crise politique, d'affrontements armés, de divisions, après les tristes événements que le pays a connus lors des élections dernières, nous avons encore une fois l'occasion de ressouder le tissu social, de refonder la Côte d'Ivoire, de mettre fin à toutes les souffrances que nous endurons depuis tant d'années, de rebâtir ce pays. C'est pour cela que mon parti, le Front populaire ivoirien, a décidé d'être dans la compétition électorale malgré toutes les souffrances endurées ces dernières années, malgré l'emprisonnement à La Haye du président Laurent Gbagbo, malgré la détention injuste et arbitraire de dizaines de nos compatriotes, de nos camarades, malgré l'exil de centaines de milliers d'Ivoiriens. Et même c'est pour cette raison que nous sommes dans la compétition électorale. Parce qu'il faut que cette situation prenne fin. Il faut que nos camarades qui sont embastillés soient libérés. Il faut que nos compatriotes qui vivent la misère à l'extérieur, à l'étranger, retrouvent leur famille. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que nous sommes candidats. Nous sommes candidats principalement pour restaurer la paix, pour restaurer la réconciliation nationale, pour refonder l'État, pour moderniser les institutions, pour que la Côte d'Ivoire redevienne un pays respecté et respectable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous sommes candidats parce qu'il y a trop de pauvreté, parce qu'il y a trop d'insécurité. Et il s'agira demain de créer des emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, vous le savez tous, beaucoup de nos enfants sont devenus ce qu'on appelle des microbes ou alors des coupeurs de route. Il faut mettre fin à cela. Ils n'ont pas choisi ce destin. Ils y sont contraints par les politiques mises en œuvre et qui les condamnent au chômage, à la misère. Nous devons tout faire pour mettre fin à cette situation. Je le dis souvent, la jeunesse, il faut s'en occuper. Car si nous ne nous occupons pas des jeunes, un jour, ce sont eux qui s'occuperont de nous. Il s'agit aujourd'hui de s'occuper des jeunes. Mais il s'agit d'aller plus loin, de bâtir une économie moderne, prospère, pour créer une nouvelle prospérité. Car c'est sur la base d'une économie prospère que nous pourrons mettre en œuvre une politique sociale hardie. Et la politique sociale hardie, c'est en direction de l'école qu'il faut refonder. L'école aujourd'hui produit le chômage. Nous devons réformer totalement notre système éducatif. Faire en sorte que les enfants puissent rester à l'école et, sortant de l'école, ils puissent trouver un emploi. L'emploi, c'est, je dirais, le virus de la société ivoirienne. Trop de chômage, un secteur moderne limité. Sur près de 10 millions d'actifs, seulement moins d'1 million sont dans le secteur moderne. Cela signifie que près de 9 millions de nos compatriotes se débrouillent. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Ils ne sont pas connus de l'administration, des services fiscaux. Ils n'ont pas accès au financement. Ils vivotent. Il s'agira demain de faire en sorte que l'économie soit une économie diversifiée, une économie moderne. Une économie moderne, c'est une économie qui repose principalement sur l'industrie et sur les services, et dont la part consacrée à l'agriculture devient marginale. Or, aujourd'hui, notre économie est informelle, elle est centralisée à Abidjan. Il s'agit demain de faire en sorte que l'ensemble de nos régions profitent du développement économique. Pour profiter de ce développement économique, il faut que nous régionalisons le processus de développement. Trop de pouvoirs sont concentrés à Abidjan. Le moindre investissement doit être planifié depuis Abidjan. Les régions sont réduites à assister
à une politique centralisée, dirigiste, menée depuis Abidjan. Il faut être audacieux, il faut être généreux. Il faut donc décentraliser effectivement le pouvoir politique, le pouvoir économique et les ressources fiscales. C'est pourquoi nous entendons mettre en œuvre un vaste programme de régionalisation et que ce processus de régionalisation soit constitutionnalisé, que les pouvoirs propres des régions soient inscrits dans la Constitution et que des compétences leur soient dévolues, des ressources accompagnent ces compétences et que demain la Côte d'Ivoire puisse fonctionner en s'appuyant sur l'ensemble des régions qui constitueront des pôles économiques régionaux qui pourront mettre en œuvre toutes les politiques de développement afin que les compatriotes, là où ils se trouvent, puissent bénéficier des bienfaits du développement. Voilà donc un certain nombre de missions que nous entendons mener. Sans oublier l'éducation, la santé, l'assurance maladie universelle et le repositionnement international de notre pays. L'image de notre pays a été fortement dégradée depuis ces 20 dernières années par les différentes crises que le pays a connues. Il s'agit demain de repositionner la Côte d'Ivoire. D'abord dans la sous-région ouest-africaine. Il faut que la Côte d'Ivoire occupe véritablement la place qui est la sienne dans cette sous-région ouest-africaine, à savoir la première puissance économique, qui doit donc être la première puissance politique, qui doit être la première puissance diplomatique, qui doit être la première puissance militaire. L'armée, c'est notre bouclier. La crise a montré combien de fois il est dangereux de sous-traiter sa sécurité à une puissance étrangère. Lorsque l'attaque du 19 septembre est survenue, nous avons constaté la faiblesse de notre outil de défense. Demain, il s'agira de bâtir un outil de défense qui soit en mesure de nous protéger de toutes les menaces qui se profilent à l'horizon. Aujourd'hui, le monde est troublé, comme vous le savez, chers compatriotes. Les mouvements djihadistes, le terrorisme international, tout cela constitue des menaces qui sont aussi des défis à la gouvernance en Côte d'Ivoire. Il s'agira donc de bâtir une véritable armée, une véritable police, une véritable gendarmerie qui puisse assurer la sécurité de nos frontières, mais surtout la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur. Voilà donc l'ensemble de ces propositions qui sont inscrites dans 15 engagements que je compte mettre en œuvre demain avec votre concours lorsque vous me reportez à la tête de ce pays qui a besoin de changement. C'est pourquoi je suis le candidat du changement, le candidat de la paix, le candidat de la réconciliation nationale, le candidat de la modernisation économique et de la modernisation sociale. Je compte sur vous. Le pays a besoin de changement, car il ne peut pas continuer à vivre dans le système qui nous est imposé. Comme je le dis très souvent lors des meetings, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un mariage forcé avec un régime qu'il n'a pas choisi, qui lui est imposé et qui lui dicte sa loi, qui le domine, qui l'a servi, qui le contraint à suivre alors qu'il n'est pas d'accord, qui jette en prison ses enfants, qui maintient en exil ses fils et qui constitue un véritable drame pour le peuple de Côte d'Ivoire. Demain, il s'agira de mettre fin à ce drame. Nous en avons les moyens, car demain, il nous est demandé d'aller voter. C'est-à-dire qu'enfin, on reconnaît que c'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'appartient le pouvoir souverain. C'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire, de décider de l'avenir de notre pays et de la personne qui doit diriger ce pays. Ce n'est plus la force des armes qui doit primer. Hier, nous n'avions pas la parole. En avril 2011, on aurait pu nous consulter lorsqu'il est survenu la crise post-électorale. Au lieu de cela, on a eu recours aux armes. On nous a imposé la loi des armes. Mais comme toute chose a une fin, comme dans tous les cas, le pouvoir souverain du peuple ne peut être aliéné. Aujourd'hui, le 25 octobre 2015, nous serons appelés à nous prononcer. Il faudrait que nous donnions un message clair à ceux qui sont arrivés au pouvoir par la force des armes. Un message qu'ils n'oublieront jamais et qui sera le témoignage de la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, de la fierté du peuple de Côte d'Ivoire, de la volonté de ce peuple de se donner les dirigeants qu'il veut et non qu'on lui impose des dirigeants par la force des armes. C'est cela l'enjeu des élections du 25 octobre 2015. Nous comptons sur vous. Tous nos frères et sœurs aujourd'hui embastillés comptent sur vous. Tous ceux qui sont en exil seront attentifs à ce qui va se passer ici en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2015. Toute la communauté internationale, tous les Africains,
qui ont été troublés, je dirais même scandalisés par ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, auront les yeux tournés vers la Côte d'Ivoire le 25 octobre. Engageons-nous dans cette compétition électorale. Que personne ne reste à la maison. Votre voix est attendue. Il faut que vous vous prononciez. Il ne faudrait pas que vous soyez passifs. Que le sort de la Côte d'Ivoire se décide sans vous. Que le sort de ce pays se décide par ceux qui ont eu recours à la violence pendant tant d'années et qui ont conduit le pays dans la situation dans laquelle il se trouve. Et donc c'est pour cela que nous sommes candidats. Nous sommes candidats parce que nous voulons être une opportunité pour vous de définir un nouvel avenir pour notre pays. Nous sommes candidats parce que nous voulons être l'instrument du changement, l'instrument de la réhabilitation de la Côte d'Ivoire, l'instrument de la réconciliation nationale, l'instrument de la modernisation de ce pays. Cet instrument-là que vous devez choisir. Et je compte sur vous pour que vous le choisissiez. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, on vous a écouté attentivement, on a aussi lu très calmement votre projet de société, mais le regard que vous portez sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui nous donne l'impression que c'est une Côte d'Ivoire qui fait peur. Vous n'êtes pas trop pessimiste? Vous n'effrayez pas? Non, mais justement, c'est parce que je suis optimiste que je suis engagé dans cette compétition électorale. N'empêche que le tableau de la Côte d'Ivoire est triste. Lorsque dans un pays, on a affaire à des microbes, à des assassinats, à des coupeurs de route, à l'insécurité généralisée, on ne peut pas dire que ce pays-là marche bien. Lorsque dans un pays, des cadres illustres croupissent en prison depuis 4 ans, certains même n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer un magistrat pour savoir de quoi on les accuse. Lorsque dans un pays, des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens fuient le pays, vivent sous des tentes dans un pays étranger, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, terre d'accueil, terre d'hospitalité, où des gens quittent des contrées lointaines pour venir travailler et chercher à vivre. Lorsque nous sommes dans une telle situation, il y a de quoi être outré, être scandalisé et vouloir le changement. Donc, ce que je dis n'est que la triste réalité. Et ne soyons pas amnésiques, parce qu'on veut nous faire oublier la réalité. On veut nous faire oublier le fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un président de la République qui est en exil, disons qui est en prison, déporté par ses propres frères, dans une prison étrangère. C'est une réalité. Et cette réalité a une conséquence psychologique et morale sur le peuple de Côte d'Ivoire et sur la marche du pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. On ne peut pas nous faire oublier qu'aujourd'hui, dans ce pays, pour accéder au pouvoir, c'est au prix de milliers de morts, que depuis 20 ans, ce sont les armes qui tonnent dans ce pays. Depuis 20 ans, c'est la mort qui parsème notre parcours. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Mais M. Pascal Affi-N'Guessan, on a regardé votre programme et vous parlez du défi du repositionnement, du défi de la gouvernance, du défi de la reconstruction et de la paix. Justement, c'est sur ce premier point que je voudrais commencer. Le pardon mutuel dont vous parlez dans votre projet de société, on a l'impression que vous n'êtes pas aujourd'hui capable de transcender vos divergences avec certaines autres personnes. Vous êtes encore en colère? Non, si je suis en colère, c'est par rapport au sort de notre pays. Parce que je pense que ce pays-là mérite mieux. Et c'est pour cela que je suis dans la compétition. Parce que ce pays est pris en otage par des gens qui n'ont pas la volonté de le délivrer, qui n'ont pas la volonté de le réconcilier, qui n'ont pas la volonté de lui donner un espoir. Et il s'agit pour nous demain de mettre fin à l'existence à la tête de l'État de ceux-là. Donc c'est contre ceux-là que je suis en colère. Parce que le peuple ivoirien est en colère. Parce que le peuple ivoirien souffre. Et je veux ici exprimer cette souffrance. Et je veux ici prendre à témoin ce peuple, qu'il peut me faire confiance. Que demain, nous allons faire en sorte, comme je l'ai indiqué lorsque je suis sorti de prison, l'Organisation des États généraux de la République, la mise en œuvre d'un processus de réconciliation franc et sincère pour que les Ivoiriens se retrouvent, qu'ils se parlent entre eux, qu'ils mettent fin à leur division et qu'ils puissent se donner la main pour travailler ensemble à la reconstruction de ce pays. C'est cela que nous voulons. Et c'est parce que nous avons hâte que cela arrive, parce que nous avons mal, parce que cela ne se produit pas, que nous sommes en colère. Michel Digré. Alors, bonsoir, M. Pascal Affi-N'Guessan. Avant de décortiquer ce que vous proposez aux Ivoiriens, permettez que je vous pose cette question. À la présidentielle de 2010, le Front populaire ivoirien était en campagne pour la conservation du pouvoir d'État.
en 2015. Après 5 années passées dans l'opposition, le Front populaire est en compétition pour la reconquête du fauteuil présidentiel. Est-ce la même motivation? Sinon, quel est le cas de figure qui vous stimule le plus? Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux défis. Les défis qui se posent à la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en 2010. Parce qu'il y a eu cette crise post-électorale. Parce qu'il y a eu ces arrestations. En 2010, le président Laurent Gbagbo n'était pas à la CPI. C'est une réalité. En 2010, nous n'avions pas des milliers d'Ivoiriens en exil. C'est une nouvelle réalité. Et donc, aujourd'hui, les problèmes de paix, de réconciliation qui se posent au pays sont plus urgents qu'en 2010. Et donc, ça veut dire que nous avons le devoir de proposer une politique pour mettre fin à ces situations, pour reconstruire la cohésion sociale et faire en sorte que ce pays tourne la page de toutes les violences qu'il a connues dans le passé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans ce processus et vous devez savoir que notre participation à cette élection est déjà un engagement. Vous n'oubliez pas que dans notre propre camp, il y a certains qui sont tellement outrés, tellement choqués, qu'ils refusent même de s'impliquer dans un processus politique en Côte d'Ivoire, qui sont dans une logique, je dirais, de retrait, de démission, de défiance vis-à-vis de l'État. Nous avons choisi la voie de la participation. Parce que nous voulons être positifs. Nous voulons contribuer à transformer. Nous voulons contribuer à faire avancer. Nous voulons mobiliser nos compatriotes pour qu'ils ne se mettent pas à l'écart de la marche de leur pays. Qu'ils prennent toute leur part, toutes leurs responsabilités. Qu'ils ont un rôle à jouer. Qu'ils ont une action à mener. Et qu'il faut qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent avec toute la motivation, toute la hargne nécessaire, une hargne à la hauteur de l'amour qu'ils portent à leur pays, mais qu'ils soient dans le jeu politique. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un autre défi. Ce n'est plus le défi de 2010, qui était le défi de la conservation du pouvoir, c'est le défi de la reconstruction du pays. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de reconquérir le pays, de reconquérir le pouvoir. Il s'agit de sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse, de reconstruire l'unité nationale. Ce défi est encore plus important. Et notre engagement aujourd'hui est déjà, je dirais, une initiative, parce que nous sommes dans le jeu politique. Et nous affrontons des adversaires pour leur dire notre part de vérité. D'accord, vous voulez reconquérir le pouvoir. J'ai parcouru votre discours-programme. Il tient en 65 pages. Le nom de Laurent Gbagbo y apparaît 18 fois. Le thème de la refondation utilisé une vingtaine de fois. Votre programme est-il le prolongement de la politique initiée par Laurent Gbagbo en 2000 ou il s'agit plutôt de la refondation selon Afinguessan? Non. Le programme est le programme du parti. J'en suis, je dirais, le porteur, mais c'est le programme du parti. C'est donc la refondation adaptée aux nouveaux défis que le pays rencontre. La refondation est un concept dont le contenu peut varier. Mais il s'agit en tout cas de reconstruire le pays sur des bases solides. Reconstruire la démocratie, reconstruire la paix. Aujourd'hui, la question de la réconciliation nationale est devenue un thème important dans la politique de refondation. Ce n'était pas le cas en 2000. Donc ça veut dire que nous sommes dans la même dynamique de refonder le pays en s'attaquant à chaque époque aux difficultés, aux défis qui se posent au pays. D'accord. On va à présent s'intéresser au premier axe de vos 15 chantiers pour la Côte d'Ivoire, à savoir restaurer la paix, refonder l'État et moderniser les institutions. Dès l'entame de votre discours-programme, vous dites ceci: on ne peut pas dire qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire quand le président Gbagbo est en prison à La Haye, quand le pays compte des centaines de prisonniers politiques, civils et militaires. Vous êtes donc candidat pour libérer tous les prisonniers politiques, tant en Côte d'Ivoire que ceux qui sont à La Haye. Monsieur Pascal Afinguessan, par quel mécanisme, de façon concrète, comptez-vous faire sortir Laurent Gbagbo et Blé Goudé de La Haye? Mais pas tous les mécanismes qui sont disponibles. La CPI elle-même prévoit en son article 16 la possibilité de la liberté, de l'abandon des poursuites. Et donc, nous allons utiliser à la fois les textes de la CPI, mais aussi les compétences diplomatiques de l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui ont transféré le président Laurent Gbagbo à la CPI. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui peut organiser le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire.
Et je ne crois pas que le président Gbagbo soit condamné. D'autant que la CPI elle-même, à plusieurs occasions, a eu à dire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est à la CPI pour des raisons politiques, pour des motivations politiques. Et c'est par la politique que nous allons le faire sortir de la CPI. Parce que le pays a besoin que le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est une nécessité. On a accordé au président Laurent Gbagbo 46%. Pensez-vous que ces 46% l'ont voté pour qu'il se retrouve à la CPI? Pensez-vous que ces 46% seront insensibles au sort du président Laurent Gbagbo le 25 octobre 2015? Comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire avance avec tant de ressentiment, tant de frustration, tant d'humiliation? Je crois que cela a été un drame que des hommes politiques ivoiriens déportent dans une prison internationale un de leurs frères, un fils illustre de ce pays, qui a donné à ce pays et qui n'est pour rien dans ce qui est arrivé, qui a été attaqué le 19 septembre 2012. Comme vous dites que vous allez le faire sortir par la politique, ça veut dire quoi concrètement par la politique? Mais par la politique, vous n'avez jamais vu comment des hommes politiques sont sortis de cette situation par la politique? Référez-vous à Uhuru Kenyatta. Il était poursuivi par la CPI. Les charges contre lui ont été confirmées par la CPI. Mais Uhuru Kenyatta est-il ambassadeur à la CPI à l'heure actuelle? Mais dans le cas bien précis de M. Laurent Gbagbo, comment est-ce que vous procéderez? Oui, mais enfin, ce n'est pas sur ce plateau-là que nous allons organiser la libération. Ce que vous devez retenir, c'est ma volonté ferme d'utiliser tous les moyens. Demain, chef de l'État de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et cela, c'est un engagement ferme que je prends devant la nation ivoirienne. Qu'une des actions majeures que j'engagerai demain à la tête de l'État, c'est que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Pour la Côte d'Ivoire elle-même, pas pour Laurent Gbagbo en tant qu'individu, pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas, la réconciliation en Côte d'Ivoire ne peut pas se passer de Laurent Gbagbo. Même les élections, aujourd'hui, nous voyons bien l'impact du président Laurent Gbagbo. Vous avez vu le défilé d'hommes politiques à la CPI, à l'occasion de cette élection. Pourquoi sont-ils partis à la CPI? Parce qu'ils savent que l'ombre de Laurent Gbagbo plane sur cette élection. Et que cet homme planera tant qu'il sera à la CPI. Donc, si nous voulons libérer la Côte d'Ivoire, nous devons nous donner les moyens de faire en sorte qu'il soit libéré. Monsieur Pascal, oui, merci. Puisque vous parlez de la libération de Laurent Gbagbo, est-ce que vous l'avez rencontré? Si oui, quels ont été les échanges? Et sinon, pourquoi? Je ne l'ai pas encore rencontré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore eu l'autorisation d'aller le voir à la CPI. C'est la CPI qui définit le calendrier des visites. J'ai fait une demande, j'attends d'être reçu. Mais ce qui est plus important que rendre visite à Laurent Gbagbo, c'est agir pour sa libération. Et c'est ce que je fais depuis que je suis sorti de prison. D'abord, en m'étant positionné pour la réconciliation. Parce que je me suis dit que la réconciliation peut être une opportunité pour que tous les Ivoiriens s'accordent sur la nécessité pour faire en sorte que le président Gbagbo soit libéré. Ce sont nos désaccords, nos affrontements qui ont entraîné cette crise post-électorale, qui ont entraîné la rébellion et qui ont justifié la déportation du président Laurent Gbagbo. Je me dis que si tous les Ivoiriens se mettent d'accord, si tous les Ivoiriens, qu'ils soient du PDCI, du RDR ou du FPI, comprennent que la stabilité politique en Côte d'Ivoire, la sérénité du jeu politique en Côte d'Ivoire est conditionnée par la libération du président Laurent Gbagbo et que nous faisons un sursaut pour dominer nos sentiments personnels vis-à-vis du président et pour voir l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne, nous pouvons faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Parce qu'il y a un consensus national. En dehors de ce consensus national, et comme ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas organiser ce consensus national, j'ai décidé, avec les amis du Front populaire ivoirien, de prendre le pouvoir démocratiquement pour organiser ce consensus national et pour faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et à ce niveau, d'ailleurs, vous avez parlé des États généraux de la réconciliation de la République. De la République. En quoi cela consiste? Ah bon, je suis un peu gêné que vous preniez ça avec dérision. C'est un projet sérieux, les États généraux de la République. Vous savez, le système des États généraux a été imaginé même sous l'Ancien Régime en France. Chaque fois qu'il y avait des situations difficiles, où le pays a besoin de se parler pour
prendre des décisions de façon démocratique. Alors qu'on était dans un système monarchique, les souverains de cette époque ont eu à convoquer tous les États, c'est-à-dire la noblesse, le clergé, le tiers-État, pour qu'ensemble, ils analysent la situation et qu'ils voient quelle est la posture que le pays doit prendre, quelles sont les décisions que le pays doit prendre pour pouvoir affronter la menace qui pèse sur le pays. Aujourd'hui, face à la division qui a fait la Côte d'Ivoire, face à la méfiance généralisée, face à la situation de rattrapage, face à toutes ces situations de violation des droits de l'homme, nous avons besoin de nous retrouver. Parce que la justice que l'on recherche ne peut pas être fournie par la justice pénale. Aujourd'hui, nous sommes dans une justice des vainqueurs, où on cherche plutôt à punir les vaincus. Ce n'est pas en punissant les vaincus que la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Je dis toujours et souvent que ce pays marche sur ses deux pieds. Un pied, c'est ceux qui sont au pouvoir. Mais le deuxième pied, c'est l'opposition. Aujourd'hui, si ce pied-là est affecté, si ce pied-là n'est pas solide, le pays ne peut pas avancer. Donc là, les États généraux de la République ont pour justement fonction de rassembler toutes les composantes de la nation. Pour que nous fassions, je dirais, la vérité sur ce qui s'est passé. Que nous rendions une justice, mais une justice réconciliatrice. Une justice qui n'a pas pour vocation de punir des uns, mais de réconcilier, de reconnaître les droits des victimes, de faire reconnaître les fautes des accusés ou des responsables. Mais au-delà de cela, de mettre les uns les autres ensemble. Parce que dans ce pays, victimes comme bourreaux ont besoin de se pardonner mutuellement et de marcher ensemble pour que le pays avance. Donc c'est cela. Mais au-delà de la vérité sur les événements, l'une des fonctions majeures des États généraux de la République, c'est de réfléchir sur l'état de la nation. C'est pourquoi d'ailleurs ce processus est baptisé États généraux de la République. De réfléchir sur la République. Parce que s'il y a eu la guerre, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord, qu'il y a des dissensions, qu'il y a des accords profonds sur l'organisation de l'État et sur le fonctionnement de l'État, sur la Constitution par exemple, sur le Conseil constitutionnel. Vous savez bien que le Conseil constitutionnel était au centre de la crise. Même la CEI est au centre d'une mini-crise à l'occasion de cette élection. Pourquoi nous ne nous mettons pas ensemble pour réfléchir ensemble comment bâtir une commission électorale indépendante qui rassure tous les acteurs? Comment nous donner une constitution qui soit l'expression de la volonté de tous, qui soit satisfaisante pour tous, de manière à ce que demain, une compétition électorale ne soit pas l'objet encore d'affrontements. Voilà donc toutes ces réformes. Par exemple, la régionalisation. Aujourd'hui, hier, il y avait les conseils généraux avec le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on nous parle de conseils régionaux. Toutes les communes qui avaient été créées par le président Laurent Gbagbo ont été supprimées par le pouvoir actuel. Et ce jeu de ballottage institutionnel, d'errance institutionnelle, est valable dans beaucoup de domaines. Pourquoi on ne s'assoit pas pour savoir si la Côte d'Ivoire doit être organisée en 10 régions, en 19 régions ou en 31 régions, et que cela soit fixé une bonne fois pour toutes. Donc ce sont ces questions qui sont des questions de fond, des questions de fondation de l'État. Ce sont ces questions qui seront examinées au cours des États généraux pour que nous sortions de là avec, je dirais, un ordonnancement juridique de nouvelles institutions qui soient l'expression de la volonté générale, de l'intérêt général. Notre constitution, la constitution actuelle vous pose problème, M. Afingé? Évidemment, ce n'est pas à moi seulement que cette constitution pose problème. Non, c'est à vous qu'on pose la question aujourd'hui. Elle pose problème à beaucoup de gens. Elle pose même problème au chef de l'État actuel. Vous savez dans quelles conditions il a pu participer à l'élection de 2010 et dans quelles conditions il participe aux élections de 2015. Mais vraiment rapidement, qu'est-ce qui vous gêne dans la constitution? Qu'est-ce qui doit être changé? Ce qui doit être changé, c'est tout ce qui gêne les uns les autres, pas forcément Afi. Ce qui gêne Alassane Ouattara et qui peut amener des partisans d'Alassane Ouattara à prendre les armes, il faut qu'on se mette d'accord sur une nouvelle formulation pour que personne ne soit contraint de prendre les armes. Jusqu'à présent, vous ne nous avez pas dit de façon précise, vous, ce qui vous gêne. Les États généraux l'indiqueront. J'ai mon opinion sur la question, mais les États généraux, c'est l'occasion justement d'examiner toutes ces questions. Voilà. Vous savez bien que... Pourquoi l'article 35 n'a pas été appliqué en 2010? Pourquoi? Parce que au regard de l'article 35, Alassane Ouattara n'était pas éligible en 2010. Donc,
qu'on nous dise maintenant comment ils souhaitent que cet article soit formulé et que le débat s'organise autour. Et c'est pour cela qu'il était important que nous allions au référendum et que le pouvoir actuel nous propose une nouvelle version de l'article 35 et que les acteurs politiques se prononcent là-dessus et qu'autour de cela, il y ait aussi le débat national. Et sur cet article, objectivement, vous pensez qu'on peut être président pendant 5 ans et la 6e année, on dit non, vous ne pouvez pas être candidat? Ce n'est pas une objectivement. Ce n'est pas une question de dire on est président et puis on a... C'est une question de texte. Oui, les textes sont objectifs en général. Non, c'est une question de texte. Si en 2010, on n'a pas appliqué, pourquoi on n'a pas appliqué les textes? Parce que les textes gênaient. Et que les textes ont été, que cette gêne a été à la base d'une crise, d'une guerre. C'est cela. Est-ce que c'est les textes, c'est la guerre qui a imposé le recours à l'article 48 en 2010? Et depuis 2010, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans les textes depuis 2010? Donc la situation qui prévalait en 2010 est la même en 2015. Donc ça veut dire que s'il y avait problème en 2010, il y a toujours problème en 2015. Mais nous avons, et c'est pourquoi, pour dépasser ce problème, il faut faire une réforme constitutionnelle. Pour dépasser ce problème. Sinon, en 2020, si d'autres personnes se trouvent dans les mêmes conditions, on va retrouver le même problème. Alors, au lieu de maintenir une situation qui peut amener des gens à prendre des armes, pourquoi on ne s'assoit pas pour en parler? Pour en parler, pour voir quelque chose qui convient à tout le monde. Parce que nous sommes une nation, c'est un compromis, c'est un contrat. Il faut que ce contrat soit satisfaisant pour tous les membres de la communauté, pas seulement pour une catégorie. Et moi, je suis d'accord que les uns et les autres expriment leurs préoccupations, leurs aspirations, et que dans un dialogue national, on voit sur quels aspects on se met d'accord. On ne peut pas imposer une constitution à une partie de la communauté nationale, même si elle est minoritaire, et si elle considère que cela constitue une gêne majeure qui l'empêche de prendre sa place dans la nation. Le contrat social, c'est très important. On parle bien de contrat social. Et la Constitution est le premier contrat que tous les Ivoiriens qui sont retrouvés ici, qu'ils soient Malinké, Sénoufo, Bété, Agnim, Baoulé, c'est le contrat qui les lie. C'est la Constitution qui est le contrat qui les lie. C'est la Constitution qui fonde leur existence et leur appartenance à cet État. Il faut que ce contrat-là soit accepté par tous. S'ils ne l'acceptent pas, ou si ceux qui ne l'acceptent pas constituent une minorité agissante importante, il n'y aura pas de paix. Monsieur Pascal, avec Guessan, permettez-moi de revenir sur les États généraux de la République, que vous voyez comme une panacée. Il y a bien eu le Forum pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire en novembre 2001, qui n'a pas donné de grands résultats. Oh, oui. Qu'est-ce qui va faire la différence alors avec vos EGR? Mais c'est justement l'expérience du Forum qui va faire la différence. Ça veut dire qu'on va aller aux EGR en ayant l'expérience du Forum, en tirant les enseignements de l'échec du Forum, ou de ce que l'on peut considérer comme échec du Forum, des insuffisances du Forum. Donc il s'agit de s'approprier les enseignements du Forum pour bâtir quelque chose qui va nous permettre d'atteindre le résultat que nous recherchons depuis tant d'années. Parce que le Forum de la réconciliation aussi visait cet objectif, de rassembler les Ivoiriens, de réconcilier les Ivoiriens autour des textes fondamentaux de la République. Mais, évidemment, la manière dont le Forum a été conduit, la manière dont les débats ont été organisés, peut-être les acteurs qui ont été sélectionnés pour y participer n'ont peut-être pas été à la hauteur du défi. Il s'agit demain de tirer les enseignements et de voir comment, dans ce nouveau processus, nous arrivons à un résultat. Parce que nous sommes condamnés à discuter, nous sommes condamnés à dialoguer, nous sommes condamnés à réfléchir ensemble sur la manière d'organiser le pays. D'accord, M. Pascal Affi-N'Guessan, vous vouliez réconcilier les Ivoiriens, et c'est bien, mais que comptez-vous également faire pour ramener la cohésion au sein de votre parti, le FPI, si vous êtes élu président? Mais la cohésion existe au sein du Front populaire ivoirien. Même s'il y a l'expression de certaines, je dirais, réserves ou certains désaccords, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cohésion. C'est tout à fait logique. Et nous savons tous pourquoi il y a cela. Parce que sur la ligne, un certain nombre de camarades ne sont pas en phase avec le président du parti. Sur la ligne, sur la démarche.
sur le recours au dialogue, sur la réconciliation nationale, sur le fait de se maintenir dans le jeu politique, voilà, et d'utiliser la voie démocratique pour régler le problème qui nous est posé, notamment en faisant en sorte que le Front populaire revienne au pouvoir. Parce que je suis convaincu que c'est quand le Front populaire ivoirien sera au pouvoir demain qu'il pourra régler tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais aujourd'hui, à l'occasion de cette élection, on voit bien que peut-être que j'ai eu trop tôt raison. Quand on voit tous ceux qui rejoignent la lutte, tous ceux qui comprennent enfin que la démarche que j'ai adoptée n'était pas aussi mauvaise que ça, que c'était une bonne voie, que si demain nous réussissons à revenir au pouvoir, beaucoup de choses vont changer. Vous dites qu'ils comprennent, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne cessent pas de vous combattre. Non, je ne crois pas du tout que ce soit moi qu'ils combattent. Ils combattent Alassane Ouattara. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ils ne sont pas d'accord avec moi parce que je ne veux pas m'associer à la forme du combat, voilà, au type de combat qu'ils voudraient qu'on mène contre Alassane Ouattara. Quel type de combat ils voudraient qu'on mène? Mais vous le voyez bien. Malheureusement, certains de nos camarades Monsieur Pascal, se sont retrouvés en convaincre qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. On a l'impression que vous minimisez cette colère-là des vôtres. Je ne minimise pas la colère, mais j'essaie de l'expliquer. La colère de nos camarades n'est pas dirigée contre moi. La colère est dirigée contre Ouattara et contre le fait que nous ne nous associons pas tous à ce qu'ils considèrent comme la meilleure méthode pour le combattre. Il faut combattre Ouattara dans la rue. Il faut l'empêcher de gouverner. Il faut rendre le pays ingouvernable. Il faut, parce que c'est ce qu'il nous a fait pendant que nous étions au pouvoir. Donc il faut faire cela. Qu'est-ce que vous avez fait pour les convaincre à vous suivre? Ah, mais c'est ce que je fais tous les jours. Et j'essaie de le démontrer sur le terrain. Aujourd'hui, je pense que les uns et les autres comprennent que participer aux élections est une opportunité. Parce que si nous réussissons à gagner, nous aurons atteint l'objectif. Et je constate que beaucoup de ces camarades reviennent vers nous. Voilà. Et aujourd'hui sont dans les élections. Certains même iront voter. Donc si on exclut, je dirais à l'heure actuelle, ce qui peut relever du sentiment, de l'orgueil, je pense que sur l'essentiel, nous sommes compris. Très bien. Alors, vous parlez aussi des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale qui n'est pas ce que vous voulez. Vous avez parlé du Sénat, vous l'avez annoncé, le Conseil économique et social. Il y a beaucoup de choses qui ne vous font pas plaisir. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas comme vous voulez. Ce n'est pas une question de plaisir. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ne fonctionne pas comme vous voulez. Ce n'est pas une question de fonctionnement. C'est une question de nature du régime. C'est une question de démocratie. C'est une question d'institutions démocratiques. Voilà. Donc ce n'est pas parce que j'ai des sentiments personnels, mais notre système donne trop de pouvoir au président de la République. Et l'Assemblée nationale n'est pas suffisamment forte. Or, dans une démocratie, il faut un équilibre des pouvoirs. Il faut que le pouvoir législatif ait des moyens pour contrôler l'action gouvernementale. En Côte d'Ivoire, nous avons hérité d'une constitution après les indépendances qui crée un présidentialisme trop fort. Un président qui a tous les pouvoirs et on l'observe à l'heure actuelle avec le président Alassane Ouattara, où toutes les institutions sont pratiquement étouffées. Et un hyper-présidentialisme, où le président fait la pluie et le beau temps. La justice n'existe pas, elle est caporalisée. Les députés, vous avez vu, la première fois que les députés ont tenté d'exercer leurs responsabilités, il y a eu une crise politique. Un gouvernement est tombé. Voilà. Nous ne pouvons pas avancer dans un tel système. Il faut que le principe démocratique soit instauré. Donc la réforme constitutionnelle que nous allons faire doit donner davantage de pouvoir au Parlement pour contrôler l'action gouvernementale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages en termes de gouvernance, en termes de dilapidation des ressources financières. Mais que fait le Parlement pour corriger tout cela? Et donc, demain, il faut changer. Et vous pensez qu'un haut Parlement, c'est la solution? Non. Un Parlement, les textes, la Constitution doit donner davantage de compétences au Parlement en termes de contrôle de l'action gouvernementale. Comment le contrôle peut se faire? Le contrôle peut se faire par exemple, des commissions parlementaires. Le contrôle peut se faire par le fait que certaines nominations soient soumises à la validation du Parlement.
Par exemple, les grandes entreprises, les grandes régies financières, le directeur général des douanes, le directeur général des impôts sont des très hauts fonctionnaires. Pourquoi est-ce que le Parlement ne serait pas associé à la nomination de ces hauts fonctionnaires? Pourquoi le Parlement ne serait pas associé à la désignation du président du conseil d'administration de la CI, qui est une très grande entreprise, de manière à ce qu'on s'assure que le président de la République, détenteur du pouvoir exécutif, ne peut pas faire n'importe quoi, ne peut pas nommer n'importe qui à la tête de ces structures. Pourquoi un certain nombre de portefeuilles ministériels, la nomination de certains portefeuilles ministériels ne soit pas validée par le Parlement? Même le Premier ministre, même s'il relève de la compétence du président, pourquoi est-ce qu'on ne soumettrait pas, pour limiter la marge de manœuvre du président de la République, pour l'empêcher de faire n'importe quoi avec le pouvoir exécutif dont il est détenteur? Donc voilà un certain nombre de mécanismes pour tempérer, je dirais, les compétences du pouvoir exécutif et faire en sorte que le peuple soit associé à la gouvernance du pays. Et sur la même question? Sur la CEI, oui, les institutions. Voilà. Alors, parmi les institutions que vous entendez réformer, il y a la CEI. Vous êtes évidemment très critique à l'endroit de cette structure. On se demande bien pourquoi avoir accepté de désigner un représentant dans la CEI et même d'aller aux élections. Oui, mais enfin, c'est comme si vous me demandez pourquoi je n'ai pas changé de nationalité depuis que Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai autant de griefs contre lui que contre la CEI. Et pourtant, je suis là. Je me soumets aux décisions qu'il prend. Parce que c'est cela. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit faire la guerre à l'institution. Nous sommes des démocrates, nous sommes des citoyens. On se bat pour réformer. Mais tant que ce n'est pas réformé, c'est la loi et on participe. Moi, je ne vais pas démissionner. Je ne vais pas, je dirais, pratiquer la politique de la chaise vide, tout simplement parce que j'ai des griefs contre la CEI. Mais les commissions électorales sont généralement la base des problèmes en Afrique. Ça, on le sait. Bien sûr, donc, et c'est pourquoi nous souhaitons les changements. Mais ce n'est pas parce que c'est à la base des problèmes que ça va éliminer l'opposition. Parce que ce serait commode, trop commode pour le pouvoir de créer une CEI bancale de manière à ce que l'opposition ne participe pas aux élections. Et puis comme ça, on instaure progressivement le parti unique. Nous devons être dans le processus. Et nous devons mettre la CEI à l'épreuve. Ces dysfonctionnements doivent résulter de l'action que nous menons concrètement sur le terrain. Donc il appartient, notre participation justement est un défi pour la CEI. Et chaque fois que nous avons des raisons de nous plaindre, nous le faisons. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'analyser la liste électorale. Nous l'avons déjà fait, nous avons décidé un certain nombre d'insuffisances. Nous avons rencontré le président de la CEI, nous avons rencontré l'ONUCI ainsi que certaines représentations diplomatiques pour porter tout cela à leur connaissance. Si nous n'étions pas dans le processus électoral, comment aurions-nous découvert ces insuffisances de la CEI? Notre participation constitue une pression sur l'institution et ses animateurs. On les met à l'épreuve. Il faut qu'ils prouvent qu'ils sont à la hauteur, qu'ils peuvent, malgré le caractère, je dirais, limité de cette institution, qu'ils peuvent faire en sorte que cette institution réponde aux normes internationales et qu'une élection transparente soit organisée par cette institution qui est dominée par les représentants du pouvoir exécutif. Alors, dernière préoccupation sur votre premier engagement avant de changer. Yamoussoukro, vous continuez de dire que depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, Yamoussoukro n'est pas effectivement la capitale de la Côte d'Ivoire. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous l'avez dit autrement. Il y a une loi qui vous l'avez dit autrement. Qui érige Yamoussoukro en capitale, mais la réalité, c'est que les institutions ne sont pas installées à Yamoussoukro. Et le président Gbagbo a pris la décision de faire en sorte que cette capitale, cette loi soit appliquée. Parce que d'abord la loi doit être appliquée, mais surtout parce que le transfert de la capitale à Yamoussoukro obéit à un impératif stratégique. Voilà. Ce serait la meilleure façon, d'abord de décongestionner Abidjan, mais aussi de positionner les institutions à un niveau qui peut permettre à tout le pays d'y accéder sans trop de difficultés. Le transfert de la capitale va nous permettre aussi de rebâtir toutes les institutions. Voilà. Donc, il y aura des grands chantiers qui seront ouverts. Le transfert de la capitale va permettre aussi de créer un pôle de développement dans cette région. Et donc, il y a des raisons objectives, des raisons politiques certes, mais aussi des raisons objectives, économiques, qui président à la décision de transférer la capitale.
Malheureusement, le président Gbagbo a engagé d'importants travaux qui aujourd'hui sont en souffrance parce que le pouvoir actuel n'a pas prolongé ses efforts de manière à ce que nous puissions y aller. Demain, lorsque nous serons au pouvoir, ces travaux vont reprendre pour que assez rapidement, toutes les institutions soient installées à Yamoussoukro et que Yamoussoukro devienne véritablement la capitale effective de la Côte d'Ivoire. Vous m'avez rejoint finalement. Mais dans tous les cas, on parlera de cela tout à l'heure. Mais déjà sur l'armée de Côte d'Ivoire, vous démontrez aussi dans votre projet que notre armée ne fait pas le consensus, ce n'est pas cette armée que vous voulez. Vous voulez reconstruire une nouvelle armée sur quelle base? Bon, mais je crois que la nécessité de reconstruire l'armée saute aux yeux de tous. Le 19 septembre a montré les limites de notre armée. Parce que nous avons fait une stratégie qui s'est avérée inappropriée. La stratégie de confier notre défense extérieure à l'ancienne puissance coloniale et de nous contenter d'une armée minuscule qui progressivement est devenue une armée vieillissante, mal entraînée, sans moyens et qui n'a même pas été capable donc, de faire efficacement face à cette tentative de coup d'État du 19 septembre 2002. Nous en mesurons les conséquences. Si nous avions le 19 septembre 2002 une véritable armée, le pays n'aurait pas basculé dans la violence. Nous n'aurons pas connu tous les morts que nous avons connus par la suite. Cela signifie que rebâtir une armée est d'une extrême urgence. La sécurité des personnes et des biens, la sûreté de l'État est une tâche essentielle. Et c'est pourquoi nous allons y consacrer beaucoup de moyens pour que nous ayons une véritable armée, un véritable outil de défense. Nous allons reformer la vision, je dirais, stratégique même de l'armée. Nous allons reformer la doctrine de l'armée au plan tactique. Pour que cette armée-là soit disposée, nous avons une armée qui était concentrée à Abidjan et à Bouaké, principalement. Alors qu'une armée est censée défendre les frontières. Ça veut dire qu'il faut que l'ennemi arrive en plein centre de la ville, du pays plutôt, avant que l'armée ne puisse intervenir. Nous allons redéployer cette armée. Nous allons reformer totalement l'armée de terre, tout comme et bâtir une armée de l'air véritable. Parce qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et cela a pesé lourd dans les événements qui se sont produits en 2002 et même en 2004. Nous allons disposer d'une véritable marine nationale. Parce que la Côte d'Ivoire a 600 km de côte. Nous avons des ressources stratégiques dans notre périmètre marin qui sont exposées, qui ne sont pas protégées et qui font l'objet de piratage. Par exemple, beaucoup de bateaux pêchent impunément dans nos eaux territoriales sans notre accord, parce que nos eaux ne sont pas surveillées. Il faut donc que tout cela soit préservé. Et c'est pourquoi nous aurons 2 commandements militaires au niveau de la marine et 2 commandements au niveau de l'aviation en clair, on va partir vers une loi de programmation militaire. Une loi de programmation militaire. Nous avons commencé... C'est très coûteux, cela. Bien sûr. La défense, la sécurité, ça coûte cher, mais ça rapporte gros. Et donc, nous devons nous donner les moyens de bâtir cette sécurité-là. C'est fondamental. C'est ce qui va rassurer les opérateurs économiques. Et puis ensuite, vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le principal pôle économique de la sous-région. L'insécurité environnante, aussi bien au Nigeria qu'au Mali, nous devons nous en préoccuper. Nous devons avoir la capacité de réagir. Demain, nous devons avoir la capacité de soutenir la sécurité au Mali, au Niger, en Mauritanie, au Nigeria, et même à la frontière du Cameroun. Parce que la menace qui se profile à l'horizon, ce qui se passe au Nigeria, nous ne devons pas dire que nous n'en sommes pas concernés. C'est une menace qui pèse aussi sur le pays. Donc le pays doit avoir les capacités de faire face. Et si nous pouvons aider ces pays voisins à instaurer la sécurité, nous travaillons en même temps à sécuriser notre pays. D'accord. Monsieur Pascal Afingessant, vous annoncez dans votre discours programme et nous dites sur le processus du désarmement, démobilisation, réinsertion. C'est la seule fois que le mot audit apparaît d'ailleurs dans ce programme. Pourquoi cette mesure particulière pour ce processus-là? Mais ce ne sera pas le seul audit que nous allons mener. Peut-être que cela n'a pas été... Vous savez, un programme, ça tient un certain nombre de pages. Vous ne pouvez pas tout dire dans un programme.
Mais beaucoup de secteurs seront audités, aussi bien au niveau économique qu'au niveau politique. Et en ce qui concerne l'armée, disons, le processus de désarmement, l'audit va consister à faire le point. Parce que nous sommes convaincus que tous les ex-combattants n'ont pas été pris en compte. Tous les groupes d'autodéfense n'ont pas été pris en compte. Et il n'est pas acceptable que ces citoyens-là, ces jeunes, soient abandonnés dans la nature. Il faut donc mener cet audit pour identifier tous ceux qui ont été impliqués dans cette crise, voir dans quelle mesure ils ont été véritablement réinsérés dans la société, qu'ils ont pu bénéficier de formations adéquates, parce que lorsqu'on a participé à un tel processus, à une telle rébellion, il y a d'abord la réinsertion, je dirais, civique, qui est importante. Est-ce que ces jeunes-là ont bénéficié d'un encadrement pour pouvoir se réinsérer de façon harmonieuse dans la société ivoirienne? Vous appelez au service civique. C'est pour cela que nous avons appelé à la mise en place d'un grand service civique national qui va reprendre tout cela, tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les microbes, tous ceux qui sont condamnés à être des coupeurs de route, l'État va les prendre en charge. Justement, concernant les microbes, est-ce que vous aviez un remède spécifique à ce mal-là? Mais c'est que l'État les prenne en charge, les forme et les réinsère dans la société. Il n'y a pas d'autre solution. C'est parce que ces jeunes n'ont pas de quoi vivre, parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Parfois, ils appartiennent à des familles qui sont en difficulté. Et donc, livrés, abandonnés à eux-mêmes, ils se livrent à cela. Et donc, tout ce que nous observons comme dépravation des mœurs, comme dysfonctionnement de la société, sont les résultats de la politique qui est menée par le pays. Et donc, il faut des politiques pour réinsérer cela, pour créer l'harmonie sociale, pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Et vous allez voir que l'insécurité va diminuer. Vous voulez une armée nouvelle avec des soldats professionnels, mais comment peut-on avoir de bons soldats si déjà ils ont du mal à se loger depuis plusieurs années, même sous le régime du FPI? La question des maisons baillées n'a pas véritablement encore trouvé de solution véritable. Qu'est-ce que vous prévoyez pour... Il faut y trouver des solutions. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est véritablement les casernes militaires. Aujourd'hui, la grande majorité des militaires se retrouvent en ville. C'est en contradiction avec les principes militaires. Voilà. On l'a d'ailleurs vu lorsqu'il y a eu les événements du 9 septembre. Ce n'est pas parce que c'est pas de la ville qu'ils peuvent organiser la défense de la République. Donc, en termes d'équipement, il faut aussi d'infrastructures, il faut travailler à faire en sorte que tous les militaires soient en caserne. En tout cas, la grande majorité des militaires soient en caserne. Donc, nous allons bâtir de nombreuses casernes militaires. Et pour le faire, nous allons associer le secteur privé. Voilà. De manière à ce que tous les projets qui vont être engagés dans ce domaine-là puissent bénéficier d'exonérations fiscales. Nous allons associer le génie militaire pour que ces travaux-là reviennent moins chers à l'État et que nous puissions loger le maximum. En ce qui concerne les policiers qui ne sont pas nécessairement dans des casernes, il faut que l'État assume ses responsabilités. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de policiers sont dans la nature. Ils sont menacés par leurs logeurs parce que les baux administratifs ne sont pas honorés. Parce que l'État doit de nombreux mois d'arriérés à un certain nombre de bailleurs de maisons. Et donc, il faut que l'État fasse l'effort nécessaire d'apurer, je dirais, ces dettes-là, et puis de faire en sorte que les policiers puissent être logés décemment. Nous avons besoin d'eux pour la sécurité. Il ne faut pas qu'ils aient des préoccupations de cette nature, sinon ils seront dans l'impossibilité de garantir la sécurité du pays. Nous voyons aussi que vous vous intéressez à la refondation de la politique pénale et pénitentiaire. Pourquoi vous intéressez particulièrement à cela? Est-ce parce que vous y avez séjourné? Oh, peut-être que le fait d'y avoir séjourné m'a rendu plus sensible à la question, puisque j'ai quand même vécu les conditions difficiles dans lesquelles vivent certains de nos compatriotes qui, par le hasard des événements, se retrouvent en prison. Mais il ne faut pas que ceux-là, nous les considérons comme des pestiférés, comme des personnes qui sont perdues pour la nation.
et que nous considérons les prisons comme des mouroirs, nous devons faire en sorte que ces frères et sœurs qui ont pu avoir des accidents de parcours dans leur vie puissent se réinsérer. C'est pourquoi la dimension réinsertion doit occuper davantage de place dans notre politique. Il ne faut pas que les prisonniers vivent dans des conditions inhumaines, qu'ils n'aient aucun moyen d'apprendre à se réinsérer dans la société et qu'au contraire, les prisons deviennent des lieux d'endurcissement, des lieux d'où l'on sort encore plus déterminé à prospérer dans la criminalité qu'en y entrant. C'est cela qu'il faut éviter. Il faut que la prison soit d'abord, comme on le dit, une maison d'arrêt et de correction, c'est-à-dire une maison qui permet de se corriger, d'apprendre à se réinsérer, d'apprendre même un métier. Et dans les pays modernes, il y a des prisonniers qui passent des examens depuis la prison, qui font des diplômes, qui préparent leur sortie. Et une fois sortis, ils peuvent se retrouver dans des emplois qui vont leur permettre de ne plus se retrouver dans la même situation que par le passé. Quel souvenir en avez-vous gardé? Oh, vous savez, la prison politique, c'est en même temps un moment de réflexion sur sa mission dans la société pour un homme politique. Donc pour moi, ça a été un moment aussi de réflexion. Et je parle des États généraux de la République, mais c'est depuis la prison que j'ai pensé à ce processus des États généraux de la République. Parce que la prison est un moment un exil intérieur, un moment de détachement, un moment où vous prenez de la hauteur, où vous regardez votre pays avec un autre visage, avec un autre regard. Parfois, vous êtes même de la prison peiné de voir la petitesse des gens. Lorsque vous regardez les actes qu'ils posent. Parce que la prison, curieusement, vous rapproche de Dieu. Curieusement, la prison vous rapproche de Dieu. Pour ceux qui veulent être utiles à leur pays. Et cela vous donne davantage de hauteur. La prison, en tout cas, en ce qui me concerne, la prison ne m'a pas amené à avoir des sentiments de vengeance ou de revanche contre qui que ce soit. Mais au contraire, une disposition d'esprit est davantage utile à mon pays. Et je l'ai toujours dit pendant que j'étais en prison, que si Dieu permet que je sorte, c'est qu'il veut me mettre en mission pour le pays. Et donc quand je suis sorti, le choix du dialogue, le choix de la réconciliation est un choix délibéré que j'ai fait depuis la prison. Parce que le pays en a besoin. Parce qu'il faut sortir des logiques de vengeance. Il y a des sentiments primitifs, des sentiments sectaires dont il faut se séparer. Parce que lorsqu'on est à la tête d'un pays ou lorsqu'on veut donner, je dirais, un avenir à un pays, il faut être animé de bons sentiments. De bons sentiments. En tout cas, M. Pascal Afingui-San, on parle de prison, donc on parlera de justice aussitôt. En introduction, vous avez dit que notre justice est caporalisée. J'ai envie de poser deux questions à la fois. Quelle est la solution que vous avez? Et puis, surtout, c'est depuis quand vous avez constaté qu'elle est caporalisée, cette justice? Et quand vous étiez aux affaires, vous ne l'avez pas remarqué? Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu une fois en Côte d'Ivoire, la justice des vainqueurs. On a prononcé ce mot que depuis que M. Alassane Ouattara est au pouvoir. Moi, je n'ai pas entendu ce mot au temps du président Laurent Gbagbo, la justice des vainqueurs. Voilà. Je n'ai pas vu au temps de M. Laurent Gbagbo de nombreux cadres de l'opposition enfermés pendant des mois à la Maka ou dans les prisons au nord ou à l'ouest du pays. Voilà. C'est un drame pour la justice. C'est un drame pour la justice. Je n'ai pas vu au temps de M. Laurent Gbagbo des gens qui passent aux assises pour se voir signifier en définitive qu'ils sont condamnés pour trouble à l'ordre public. C'est une honte pour la justice ivoirienne. Lorsque des gens sont condamnés, poursuivis pour crimes contre l'humanité, pour génocide, et qu'en définitive, ils sont condamnés pour trouble à l'ordre public, et pour cela, on est passé aux assises. C'est une honte pour la justice. Monsieur Pascal Afingui-San, qu'est-ce que vous proposez pour une justice crédible en Côte d'Ivoire?
Mais il faut refonder totalement le système judiciaire. Mais d'abord, ce qui est fondamental, c'est la posture de l'exécutif vis-à-vis de l'appareil judiciaire. Il faut que ceux qui veulent moderniser la Côte d'Ivoire soient eux-mêmes d'abord des démocrates. Parce que la démocratie postule la séparation des pouvoirs. Et s'il n'y a pas un démocrate à la tête d'un pays, il ne peut pas avoir une justice véritable. Parce que sa tendance sera de vouloir écraser la justice. Mais il faut aussi qu'il y ait un peuple responsable, un peuple qui est prêt à se battre pour avoir une justice digne de ce nom. Parce que comme on le dit habituellement, le pouvoir, c'est seulement un pouvoir qui peut arrêter le pouvoir. Que celui qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Et il va jusqu'à ce qu'il rencontre une résistance. Il faut donc que le peuple soit prêt, que les uns et les autres, que les magistrats eux-mêmes soient prêts à défendre les prérogatives de la justice. Que les citoyens soient prêts à défendre la justice. Pour que la justice, que la démocratie soit une réalité. Et quand la démocratie sera une réalité, la justice sera une justice responsable, une justice impartiale. Et donc, il y a des propositions que nous faisons pour moderniser la justice, pour démocratiser la justice. Il y a des palais de justice qu'il faut créer. Il faut rapprocher la justice du justiciable. Il faut donner les moyens aux magistrats. Il faut reformer les institutions judiciaires, par exemple le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut lui donner un sens. Voilà, il faut donner un sens, un rôle. Et que ce conseil-là soit davantage impliqué dans la promotion des magistrats en lieu et place du pouvoir politique. Parce que lorsque la carrière d'un magistrat dépend du pouvoir politique, il peut avoir tendance à vouloir faire plaisir au pouvoir politique. En ce moment, il ne joue plus son rôle d'autorité indépendante. Parce que la justice doit être indépendante de l'exécutif. On le voit dans certains pays que des hommes politiques sont l'objet de poursuites judiciaires parce que la justice assume véritablement sa fonction. Il faut qu'on arrive à cette situation pour que les magistrats soient indépendants et qu'ils traitent de façon équitable tous les citoyens. Alors qu'aujourd'hui, c'est parfois depuis le palais présidentiel que les décisions de justice sont prises. Moi, j'ai été malheureux pendant que j'étais à Bouna, en prison à Bouna, de savoir que la liste des prisonniers qui doivent bénéficier de liberté provisoire était dressée depuis le palais présidentiel. Comment vous étiez en prison et vous aviez l'information? Mais les journaux en avaient rendu compte. Et c'était même des journaux du PDC, c'était un nouveau réveil qui en a parlé. Je peux vous fournir le numéro. Ils l'ont dit naïvement, sans se rendre compte que c'était en flagrante violation du principe d'indépendance de la justice. Et vous n'étiez pas informé pendant cela? De ce que vous alliez être libéré? Non, mais ça ne comptait pas. Disons, l'information qui avait été donnée ne me concernait pas, mais ça concernait d'autres prisonniers qui avaient été libérés et dont la liste avait été fournie par le palais présidentiel. Très bien, M. Pascal Affi-N'Guessan, cela fait 1 heure que nous échangeons. Après le défi de la paix, je voudrais vous inviter à parler maintenant du défi de la reconstruction, en commençant par la culture. On lit dans votre projet de société que vous proposez une révolution culturelle, un Ivoirien nouveau. C'est ça. Ce concept, on a envie de le comprendre et puis savoir comment est-ce que vous allez procéder jusqu'à ce que l'Ivoirien change. Nous avons décidé de mettre un accent particulier sur la culture parce que nous considérons que la culture est au centre du développement. Que le développement d'abord est une problématique culturelle. Parce qu'on peut avoir la culture du développement comme ne pas l'avoir. Et on peut avoir une culture qui soit un frein au développement. Lorsqu'on a une conception des choses, on a une mentalité qui est en contradiction avec les principes qui peuvent guider la bonne marche d'un pays, il est évident qu'on a une situation qui ne peut pas faire évoluer. Aujourd'hui, par exemple, on parle des mutilations génitales. Ce sont des questions qui relèvent de la tradition, non de la culture. Un combat est mené. On parle du rapport des citoyens ivoiriens à la chose publique, à l'environnement, notre culture de l'environnement, notre culture de la ponctualité, de l'assiduité, de la performance, voilà, de la compétitivité. Voilà. Il faut que
nous nous adaptions au monde actuel. Parce que ce monde est un monde concurrentiel, un monde de compétitivité. Si vous avez une culture de la nonchalance, nous avons une culture de la dilapidation. Nous n'avons pas une culture de l'épargne. Vous n'avez pas une culture de la maintenance. Aujourd'hui, vous voyez, dans les administrations, on installe, on construit de beaux bâtiments, mais au bout de 2 ans, 3 ans, vous ne les reconnaissez plus. Parce que nous n'avons pas la culture de l'entretien. Nous n'avons pas la culture de l'anticipation. Vous voyez, dans nos régions, les mêmes problèmes se posaient toujours tous les ans. Tous les ans, les mêmes problèmes se posent. Parce qu'on n'anticipe jamais les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut pour créer le déclic? Mais pour déclic, parce que ce qui n'est pas palpable, c'est quand même difficile de trouver une solution à cela. Comment est-ce que vous faites? Mais il faut sensibiliser les gens. Il faut sensibiliser et il faut sanctionner. Il faut sanctionner aussi les gens. Par exemple, la culture de la responsabilité. Il faut d'abord promouvoir la connaissance. Il faut sanctionner, il faut récompenser les talents. Et il faut dissuader et sanctionner les dérives, les erreurs. Il ne faut pas laisser prospérer l'incompétence. Il faut, par exemple, comme nous l'avons fait quand nous sommes arrivés aux affaires, mettre à compétition les hauts postes de l'administration, l'appel à candidature, et que les gens comprennent qu'on ne peut pas être directeur général de la RTI tout simplement parce qu'on est inscrit dans la logique du rattrapage. Tout ça, ce sont des questions. Le rattrapage, c'est une culture. La culture du rattrapage, il faut l'enterrer. Voilà. Pour promouvoir en lieu et place la culture du mérite. Que ce soit celui qui est méritant, qui soit le directeur général de la RTI, et non celui qui a une affinité particulière avec le chef de l'État. Monsieur Afi, quand le FPI était au pouvoir, est-ce que l'appel... Oui, nous avons fait... Au niveau de la RTI, c'était pas... Mais nous avons fait mieux. Donc vous avez choisi quelqu'un pour être directeur général de la RTI, c'était pas un appel à candidature. Mais ça ne veut pas dire que tous les choix sont des choix d'incompétence. Je prends même le dernier directeur général de la RTI. Je ne pense pas que ce soit parce qu'il avait une affinité politique particulière avec le régime. Mais je disais qu'on avait fait mieux parce que vous l'avez vu, nous avons marqué notre volonté en soumettant à appel à candidature la désignation des directeurs généraux de la douane, des impôts et du trésor. Et ceux qui ont été choisis n'étaient pas forcément des militants du Front populaire ivoirien, mais ceux qui avaient démontré au cours de ce processus qu'ils avaient les qualités pour diriger ces institutions. Et ils nous ont, disons, fait avancer, puisque les résultats ont été positifs. La culture, changement de mentalité, mais la culture, l'autre aspect, la culture formelle, oui. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, évidemment, lorsqu'on change les mentalités, mais on valorise aussi le patrimoine culturel, on valorise les événements culturels. Et il faut un musée national. Il faut que tout ce que nous avons comme trésor culturel, comme tradition, comme, je dirais, patrimoine, tout cela, nous puissions le préserver, l'entretenir et nous appuyer sur ces questions-là pour aller de l'avant.